Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Télé 7 pour suivre un nouveau numéro de votre émission explicative Avis d'experts. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux de Télé 7 les professeurs émérites, professeurs à l'université de Kinshasa, Monsieur Auguste Mampuya Kanunka. Avec lui, nous allons parler de l'aspect juridique de consultation initiée par les chefs de l'État. Professeur émérite Mampuya, bonjour. Bonjour. Comme annoncé dans son discours adressé à la nation le 23 septembre dernier, le chef de l'État a débuté ce lundi 2 novembre les consultations avec l'espoir de pouvoir former une union sacrée nationale. Pourquoi avoir utilisé les concepts consultation plutôt que concertation? C'est un choix très politique. C'est vrai que le terme consultation a une connotation personnelle, individuelle, de A, alors que le terme concertation, avec ce qui précède concertation, ça signifie que ça se passe entre plusieurs. On se concerte, on discute, on échange. C'est à l'issue de ces concertations, on tombe sur un accord plus ou moins formalisé, etc. Alors que la consultation est une initiative individuelle, personnelle. Et là, j'entends que le président a voulu rester maître du processus, en étant lui-même à l'origine aussi bien des questions qu'il poserait aux gens que, bien évidemment, le résultat. Parce que celui qui consulte n'est pas obligé de respecter ou d'appliquer les avis qui lui sont donnés. La consultation donne lieu à des avis consultatifs, justement comme on le dit, et ce qui est consultatif n'est jamais obligatoire. Donc le président a voulu rester maître de la situation. Je crois que il a bien fait parce que la situation est complexe. Il ne faut pas que il s'engage dans un processus pluriel où il y aurait plusieurs bouches à parler, plusieurs cerveaux à penser et peut-être même plusieurs prétentions à décider. Alors que là, il est tout seul à rencontrer personnellement, individuellement les personnes qu'il invite et il sera également libre de faire ce qu'il veut des avis qui lui seront donnés. Ça c'est un aspect plus ou moins juridique, mais il faut reconnaître qu'on n'est pas dans le domaine de la vie juridique là. Hein. C'est vraiment en pleine vie politique et le président ne s'est pas posé de questions sauf cet aspect que la forme de consultation le laisse maître du processus du début à la fin. Il consulte ce qu'il veut, il n'y a pas des groupes prétendants ou des groupes qui pourraient se dire représentatifs et exigeants qu'ils soient invités par le président. Lui seul est juge pour savoir qui il va appeler, en fonction de quels critères. Il ne faut pas non plus, j'ai entendu des gens dire mais nous on ne nous a pas appelés, tout ça. Il n'y a pas de critères objectifs dans ce genre de choses. Le président a dit les leaders et des mouvements les plus représentatifs, mais là aussi c'est lui qui juge de la représentativité des personnalités et des groupes qu'il invite. Mais les consultations sont prévues dans la constitution de notre pays, la RDC? Non, c'est une forme de débat, de discussion, de dialogue. Il n'y a pas de soubassement juridique prévu non, au préalable? Du tout. Sauf que le président, il l'a dit lui-même d'ailleurs, responsable d'un certain nombre, au nom d'un certain nombre de prérogatives, en vertu de l'article 69, il se sent le devoir de prendre une initiative pour faire sortir le pays de ce qu'il a jugé être une impasse. Ben, il veut faire sortir le pays d'une impasse, donc au vu de ces consultations, nous pouvons nous attendre à un chaos au cas où il n'y a pas consensus entre les deux familles politiques qui sont en coalition. Oui, d'abord, il faut remarquer que ce n'est pas une concertation ou un dialogue ou une négociation même entre les deux familles.
Le président a voulu être, comme je le dis, seul à rencontrer l'un après l'autre les responsables qu'il jugerait bon de consulter. Et donc ce n'est pas une négociation, moins encore une négociation. C'est pas non plus un dialogue avec les autres, ni une concertation avec ses partenaires de la coalition. Chaos, je ne crois pas, parce que toutes les personnes sont quand même conscientes de l'enjeu. Est-ce que ces alliés ne sont pas partants? Ils ne veulent pas, en tout cas, à ce que j'ai entendu, nous nous souviendrons que Madame Jeannette Kabila a été invitée, mais elle n'a pas répondu à cette invitation. Nous comprenons que l'autre famille politique qui compose cette coalition n'est pas vraiment concernée par ces consultations. Je vous ai dit, ça a été une initiative personnelle, individuelle du président de la République. En tant que garant de ceci, de cela, c'est en vertu de l'article 69. Bon, il aurait pu choisir autre chose. Il aurait pu choisir de rencontrer au sein de la coalition ceux qu'il a l'habitude de rencontrer pour discuter des problèmes de la coalition. Mais il a voulu aller au-delà, mais il se trouve que l'initiative, le caractère unilatéral de son initiative n'a pas plu aux autres. Moi je dis, je vais aller peut-être au-delà de ce que vous-même vous auriez pu penser pour me demander. Cela résulte du fait que la coalition ne fonctionne pas bien. Moi je ne dis pas qu'elle a échoué, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va dire que la coalition a échoué parce qu'elle n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Le ceci ou cela n'a pas été défini. Donc on ne peut juger le bilan de la coalition qu'en fonction de ce qui était attendu et qui n'aurait pas été atteint. Or, chez nous, généralement, on dit on attend le social du peuple, mais ça ne signifie rien. Quand on dit on attend le social, on n'a rien dit du tout. Mais quand on dit on attend les sociales, on n'a rien dit du tout. Mais le peuple attend de voir, de se retrouver aussi, parce que nous pouvons voir qu'il y a un grand nombre, un grand pourcentage de jeunes gens qui sont au chômage. Quand on parle de social, si on avait défini les objectifs en disant nous devons atteindre, parce que nous commençons la coalition, dans les 2 ans à venir, nous devons avoir atteint tel pourcentage d'emplois créés pour les jeunes ou pour les cadres, etc. Nous devons atteindre tel pourcentage d'urbanisation, mais tout cela. Mais c'est pas tout à fait défini. Et ceux qui critiquent la coalition ne disent pas par rapport à quoi elle a échoué. C'est globalement, comme je dis là, le social du peuple et tout ça. C'est le discours politique le plus insignifiant qui existe. On ne peut pas juger une politique en disant il n'a pas atteint le social. Ça ne signifie rien. Encore une fois, je dis le social, le terme même ne signifie rien. En politique, on parle en termes de politique publique qui poursuivent un objectif avec des moyens et les voies d'y accéder qui sont bien définies. Et comme ça, on peut s'attendre à ce que l'action politique où les décisions prises s'inscrivent dans le cadre de ces politiques publiques et qui puissent atteindre des résultats. Mais nous sommes dans un fonctionnement, j'allais dire, dysfonctionnel, qui fait que on n'a pas bien défini les choses. Vous savez, le président en parle très souvent, et même dans son discours du 23 octobre, je crois, oui. Il a parlé d'un programme commun. Si le programme commun revient à la déclaration de politique générale du Premier ministre, je n'y vois pas beaucoup, véritablement, des sources de politique publique. Par politique publique, qu'est-ce que les ministères sont censés faire? Chaque ministère est censé amener son cahier des charges pour pouvoir expliquer, ou chaque ministère est censé poser des actes concrets que la population peut voir. Qu'est-ce que vous entendez par politique publique? Vous savez, il y a dans des discours politiques, notamment les discours des campagnes électorales, un certain nombre de choses que l'on dit, un certain nombre de promesses que l'on fait, mais etc., qui ne sont jamais réalisées. Qui ne sont pas réalisées parce que justement,
ces promesses n'ont pas été suivies de formulation ou d'expression dans des politiques. Quelles sont les décisions qui vont être prises? J'ai promis telle chose, quel va être son impact dans le budget pour qu'on l'inscrive dans le budget. Qu'est-ce que cette décision ou cette promesse implique comme mesure à prendre, et que ces mesures soient évaluées et inscrites dans le budget. C'est tout ça. Et je ne dis pas que chaque ministère va avoir sa politique publique, c'est le gouvernement dans son ensemble qui va le faire, parce que c'est le Conseil des ministres, en réalité le gouvernement, qui adopte un certain nombre de mesures et de décisions sous la direction du président de la République, qui peut déléguer cette fonction au Premier ministre. Et c'est en fonction de cela que chaque ministère se voit attribuer un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et ces politiques publiques n'ont jamais été clairement définies, ni annoncées, ni encore moins alors mises en œuvre. Je crois que, parce que quand on dit, on a entendu, nous avons construit autant de kilomètres de route, ou nous allons construire autant de kilomètres de route, nous avons construit autant d'écoles, nous allons construire. J'ai l'habitude de dire, parfois les gens me disent, mais pourquoi ils disent ça comme ça? J'ai l'habitude de dire, construire des écoles, c'est construire des bâtiments, des immeubles, c'est tout. Ce n'est pas une politique. C'est pas une politique. Ce n'est pas une politique. Construire des hôpitaux, c'est construire des immeubles, des bâtiments. Mais pour que la politique soit effective, il faut concevoir alors quels sont les objectifs à atteindre dans le domaine sanitaire, dans le domaine scolaire, dans le domaine des routes, etc. Et même si on construit, quel est l'objectif que l'on voudrait atteindre? Par exemple, on dit, il faut que l'on réunisse, on unisse entre elles les capitales provinciales pour que l'objectif, l'unité nationale, les échanges interprovinciaux, etc., etc. Et l'on construit ces routes-là. Là, on voit quelque chose de clair. On a une vision, une lisibilité à terme, plus ou moins court terme, plus ou moins long terme, mais on a une route, un balisage qui peut faire deviner des mesures à prendre et à évaluer. Mais là, on ne fait pas ça. Ce que je voulais dire, il ne faut pas qu'on s'égare de là, mais je dis la situation actuelle aurait pu être évitée. Parce qu'on est dans une coalition, on est face à une coalition. Et quand la coalition se met en place, elle devait aller jusqu'au bout, avant même de commencer à travailler ensemble. Or, là, justement, le premier écueil, c'est qu'elle ne travaille pas ensemble. Nous avons les deux partenaires, CASH, FCC, chacun fait ses histoires comme il l'entend. Jamais on les a vus ensemble définir des mesures à prendre. Il y a juste peut-être, excusez-moi, il y a juste peut-être le gouvernement, qui est la seule institution où l'on voit apparaître ce qui ne s'annonce pas comme coalition, mais où on voit apparaître la coalition, parce que tous, ils sont ensemble et travaillent ensemble, au Conseil des ministres et puis après. Mais au Parlement, qui est le cœur même des grandes décisions qui doit adopter les grandes politiques, notamment le budget. Le budget est la traduction en chiffres et en finances des politiques publiques de l'État. Mais si on prend le budget comme tout simplement un ensemble de chiffres qui représentent les recettes et les dépenses, sans que l'on voit en quoi ces dépenses concourent à une politique donnée, on est vraiment à côté. Et si donc la coalition s'était organisée pour travailler ensemble, et je n'ai pas besoin de développer plus que cela pour que les gens se rendent compte qu'elles ne travaillent pas ensemble. Les deux là ne travaillent pas ensemble. Ils n'ont jamais adopté ou présenté des propositions de loi ensemble. Parce que ce sont eux qui constituent. Faut pas oublier. Attends, ce sont eux qui constituent aujourd'hui la coalition, la majorité parlementaire gouvernante. C'est elle qui gouverne. On ne la voit pas gouverner. On ne la voit pas concevoir et prendre des décisions collectivement. Et vous verrez que, d'ailleurs c'est une pratique congolaise très vieille, même quand il y avait, prenons l'époque de Joseph Kabila, ils étaient, on pourrait dire, une majorité monocolore,
Mais on voyait des députés amener des propositions de loi individuellement. On ne voyait pas que tel groupe parlementaire ou la majorité elle-même ait conçu une proposition de loi. On se retrouve devant une situation où il y a des lois qui se contredisent, des lois qui ne concourent pas à une vision, des lois éparses. Des lois éparses qui ne peuvent pas atteindre un objectif commun, un objectif collectif. Et donc, la coalition aurait dû s'organiser, c'est-à-dire se structurer, se donner des structures de travail collectif, de travail de coalition. On ne voit pas ça. Et au vu de cette situation actuelle où on n'a pas vu la coalition travailler, mais dans la main, cette coalition a-t-il encore de l'avenir? Mais oui, la coalition est faite en principe pour toute cette mandature, hein, en principe, hein, pour cette législature. Il y a encore du temps. On vient de passer, on n'a pas encore atteint totalement 2 ans. Cette mandature a encore 3 ans devant elle. Il suffit que la coalition s'organise, se structure, comme je viens de le dire là. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises, proposé plutôt à plusieurs reprises. C'est vrai que les décideurs jugent ce qu'ils veulent, et il y en a qui n'ont même pas voulu nous entendre, nous recevoir pour nous écouter, etc., alors que nous le faisons pour eux. En fait, s'ils organisent mieux les choses, ce sont eux qui vont en tirer le bénéfice. Nous sommes en dehors. Moi, personnellement, je ne participe à aucune Donc, nous ne sommes pas encore arrivés à l'époque où il faut conjuguer la coalition FCC cache au passé. Je ne crois pas que quelqu'un ait intérêt à ce que la coalition échoue. Je ne crois pas. Ni le président de la République, ni ses partenaires. Il faut qu'elle se réorganise pour mieux travailler. Mais l'idée du président, je crois, sans nécessairement déboucher sur la fin de la coalition FCC-Cash, l'idée est de dépasser cette coalition, d'aller au-delà. Parce que le président a parlé d'une refondation de la gouvernance autour du principe de participation à la gestion de la chose publique. C'est la chose, je dois rappeler que parce que et si cette coalition a eu lieu, c'était parce que le président Tshisekedi n'avait pas de majorité au Parlement et qu'il voulait bénéficier de cette majorité. C'est la raison première de cette... bénéficier, oui, c'est l'une des raisons, la plus importante d'ailleurs, et moi je loue ça, cette idée. Moi je suis vraiment très favorable à cela. Il voulait profiter de la majorité pour pouvoir faire adopter par cette dernière ses idéaux politiques, ses projets politiques. Mais, comme je le dis, une coalition met en place un programme commun. Et à partir de ce moment-là, même les projets individuels du président ou certaines promesses qu'il a faites au cours de la campagne doivent être intégrés dans le programme commun. C'est programme commun qui n'a jamais eu lieu entre je ne sais pas, on en parle. Moi, je ne le vois pas concrètement, mais même les promesses et les projets du président devaient être intégrés là-dedans. Il ne devait pas y avoir le programme commun et puis d'un côté le programme présidentiel. Ça, c'est une dichotomie, qui ne fait compliquer les choses et qui est source de conflits. Rappelez-vous, on dit depuis longtemps que le FCC entrave la politique du président de la République. Je suis pas... Vous savez, je dois le dire sans état d'âme, j'aime beaucoup le président de la République. Mais c'est ce qui saute aux yeux. Je ne l'aime pas comme individu, etc. C'est pas ma femme pour l'aimer de cette manière-là, mais j'aime bien son combat, j'aime bien la personne, et je souhaite son succès. Je le dis parce que même le FCC, en se mettant ensemble avec lui, ne peut pas s'être mis ensemble pour souhaiter son échec. Ce serait contradictoire. Et donc, je peux le dire d'une manière tout à fait libre, et j'ajoute, le président le sait. J'aimerais bien qu'il réussisse, et pour cela, il y a toutes ces conditions.
Il y a des extrémistes qui le poussent dans ses derniers retranchements, soit parce que on l'attaque ou on lui dit des choses, soit parce qu'on l'excite contre ses partenaires, et ça c'est le pousser tout droit dans un gouffre, dans l'échec. Mais parce que vous avez dit que il est un homme stable, il a pris l'initiative de commencer des consultations, parce qu'il est le chef de l'État, il est suprême. Mais tout à fait, tout à fait. Mais pensez-vous que les autres qui le poussent, ils ont encore de l'influence sur lui? Non, qui le poussent dans le sens de s'écarter, s'éloigner de ses partenaires. Il y en a beaucoup. Il y en a même qui sont allés lui dire au cours des consultations. Mais moi, je compte sur sa sagesse pour ne pas le suivre sans discernement. Et donc vous rejoignez, mais vous joignez à Monsieur Joseph Olenga Koy, qui lui il a demandé au président Tshisekedi de voir l'ex-président Joseph Kabila pour qu'il puisse s'asseoir à une table et discuter. Mais le président là encore, il a parlé de sagesse. Et en plus, au sommet de son expérience politique, hein, il a eu une très grande expérience politique, il ne parle pas dans l'air. Et quand il dit ça, je crois que c'est de bonne guerre, enfin pas de bonne guerre, c'est de bonne sagesse et de bons conseils. Il connaît les deux personnalités, il a des rapports avec les deux, et quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Mais en même temps, il faut reconnaître que le système actuel est fondé sur ces deux piliers-là. Alors, chercher à créer autre chose en dehors ou sans l'un des partenaires des deux piliers, ça c'est vraiment la voie de l'échec. Le président a parlé, les gens oublient ça. Le président a parlé d'une union sacrée de la nation. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui s'appellerait union sacrée de la nation si elle ne comprend pas, il ne comprend pas le cash ou le FCC. Mais le FCC se désintéresse jusque-là. Oui, mais on n'a pas... C'est pour dire qu'en fait, on n'avait pas besoin de consultation pour créer une union sacrée. Une union sacrée, je dis bien, de la nation. Il ne faut pas penser à l'union sacrée de l'histoire, qui a été l'union sacrée de l'opposition. Cette fois-ci, le président, d'après ce que moi j'ai entendu, je crois que nous entendons le français de la même manière tous, il a parlé de l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il voulait embrasser tout le monde. Mais pour cette union sacrée, lui, il a lancé des invitations à tout le monde, mais certaines personnes ne veulent pas répondre. Non, à tout le monde, non. Moi, j'ai pas été invité. Je veux dire par là ceci, être invité, c'est lui qui reçoit une invitation du président de la République. Si j'ai dit à tout le monde, c'est pour parler de deux familles politiques, FCC et Cash. Oui, mais alors là, parce que l'idée n'est pas mauvaise. Je dis qu'elle ne peut atteindre l'objectif d'une union sacrée de la nation que si les deux là s'y trouvent. Maintenant, si l'idée du président, et pour moi c'est pas mauvais du tout, est d'aller au-delà, tant mieux. Parce que moi et quelques-uns, nous avons un groupe dans lequel nous estimons effectivement que les chances de ce pays sont dans ce que nous appelons la consociation. Et nous avons trouvé dans la phrase du président, gouvernance autour du principe de la participation à la gestion de la chose publique, nous avons trouvé la substance de la consociation. C'est-à-dire que ce serait un système qui ne verrait pas majorité et opposition, majorité et minorité, mais qui verrait la consociation, c'est-à-dire la collaboration de toutes les forces les plus représentatives. Parce qu'il n'y a aucune raison de laisser de côté certaines forces représentatives qui représentent des franges des Congolais et qui sont dirigées par des Congolais. Personne n'a le monopole du cœur, comme on dit. Personne n'a le monopole de l'amour du pays ou de l'amour des Congolais. Tous les Congolais, sauf bien évidemment, il y a des gens qui ne voient que leur petite poche, leur petit ventre, mais c'est une minorité. Tous les autres qui s'engagent en politique devraient s'y engager par la passion qu'ils ont du Congo. Mais cette passion-là, on ne la voit pas vraiment
dans les chefs de ceux qui dirigent ces pays, il faut qu'on se le dise. Hein. Mais oui, les petits peuples congolais ne se retrouvent pas. Ça, c'est un jugement. Il n'est pas totalement faux. Hein. C'est le sentiment de ceux qui regardent en disant, mais ils sont là pour notre intérêt, nous ne voyons pas notre intérêt. Ils sont là pour régler nos problèmes, nous ne voyons pas de solution à nos problèmes. Comme vous l'avez évoqué, la plupart des discours des campagnes ne sont pas réalisés après le mandat et on ne voit rien. Mais vous avez parfaitement raison. C'est pour cela que je dis qu'il est bon de repenser la politique dans ce pays, repenser la politique, y compris la notion même de politique et de pouvoir politique. Les repenser et repenser alors à la suite l'action politique, la gouvernance, etc. Si un grand nombre... J'ai discuté aujourd'hui avec un député qui me dit, professeur, dans les 500 que nous sommes, il y en a peut-être 60 qui savent ce qu'ils sont venus faire. Un député. Il y en a peut-être 200, mais avec 300. Une classe politique comme cela... Mais nous avons la classe politique qui est notre classe politique. Même en dépit des consultations, si la classe politique reste la même, il y aura un changement? Non, on ne peut pas changer la classe politique, ce sont des Congolais. Changer la classe politique, c'est-à-dire changer de Congolais, on ne peut pas transplanter les Congolais ailleurs pour les remplacer par d'autres. Mais parce qu'ici, il n'y a que 60 qui savent ce qu'ils sont venus faire. Et les autres, ils sont venus pour leur poche. C'est cette classe politique dont nous parlons. Voilà, justement. Il y en a qui ont cru qu'en étant dans ce genre de fonction, ils vont, bon, je vais utiliser l'expression que vous avez donnée, ils vont se remplir les poches. Ils vont être riches, ils vont être bien, ils vont avoir des voitures, des maisons, etc. Tout simplement parce qu'on a vu qu'au Congo, effectivement, les fonctions les plus rémunératrices sont les fonctions politiques. Mais quand et à tort, parce qu'on devrait faire ils sont élus par ces peuples-là qui placent leur espoir en eux et qui les choisissent pour qu'ils puissent représenter. Oui, mais le peuple aussi a constaté qu'à plusieurs reprises, cet espoir est déçu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, des gens arrivent avec l'idée de s'enrichir, avec l'idée d'apparaître, d'être vraiment dans le niveau social parmi les plus élevés, d'être craint, d'être appelé honorable, d'être... Même, vous savez, il y a là-dedans, même des semi-lettrés sont là-dedans, des demi-lettrés sont là-dedans. Alors, ces gens-là, il ne faut pas dire qu'ils sont venus avec un idéal, tout ça. Indépendamment de cela, mais le grand nombre, s'il est bien orienté, peut entraîner les autres et même annihiler leur nocivité. Donc il s'agit de voir si notre classe politique, elle est ce qu'elle est, comme le peuple congolais est ce qu'il est. Il n'est pas plus mauvais que les autres peuples, il n'est pas plus idiot que les autres peuples, mais il s'agit maintenant que dans l'organisation, on se donne des principes, on se donne des orientations, on se donne des objectifs à atteindre et que l'on soit prêt à faire un contrôle et monitoring de cette action pour qu'elle atteigne les résultats attendus. Et je crois que si demain on ne nous fait pas perdre le temps, on ne fait pas perdre le temps aux institutions par des querelles politiciennes du genre il est là, il faut qu'il quitte, moi je vais y aller, ou nous mettons quelqu'un d'autre, etc. Ça vous prend du temps. Vous savez, je ne dis pas ça, par exemple, pour la CENI, il faudra bien, parce que le bureau actuel, il est démissionnaire. Non seulement ça, il est en dehors de son mandat, ils le savent, ils l'ont dit. Leur mandat est déjà terminé depuis longtemps. Il faut qu'on arrive donc à mettre en place le bureau de la CENI. Vous savez, quand ceux qui réclamaient, non, il faut maintenant que la CENI étant là, on modifie, on fasse une réforme, rien que nommer les gens à la CENI vous prend 6, 7, 8 mois. Pendant ce temps-là, toute la classe politique... Il y en a aussi qui attendent un remaniement à la suite de ces concertations. Oui, j'ai entendu d'autres dire, oui, très bien, comme il y aura un gouvernement à la suite des consultations, nous sommes preneurs. Cela va encore perdre du temps. Nous sommes preneurs, et puis, ou promettre à d'autres, venez avec nous, parce qu'après les consultations, vous serez au gouvernement. Je trouve, mais moi je crois que ce genre de dialogue, on devrait le réprimer. C'est-à-dire faire taire les gens qui parlent comme ça. Parce qu'ils avilissent une initiative qui aurait pu être positive et poussent les gens
dans des égoïsmes, etc. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui, comme ceux qui étaient prêts hier, à pousser le président de la République dans un processus de coup d'État, hein, pourvu qu'ils soient bénéficiaires de ce coup d'État, eux. Et ça, c'est vraiment l'attitude la plus vile, hein, qu'il ne faut pas accepter. Le président de la République est le chef, mais quand on lui dit « vous êtes maître de toute décision », en disant « vous pouvez faire ce que vous voulez », là on trompe le président de la République. On le trompe parce que le président ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a des pouvoirs énormes, c'est vrai. Et dans ma conception, il faudrait qu'on revoie un peu, qu'on réexamine la fonction présidentielle. Parce qu'elle tue l'homme. Il y a des pouvoirs énormes, oui, mais jusqu'où peut aller ce pouvoir du chef de l'État? Les pouvoirs du président doivent aller jusqu'aux limites de la Constitution. Justement. Il est encadré par la Constitution et les lois. On ne va pas lui dire, vous êtes chef, vous pouvez dire ça ce n'est plus blanc, c'est noir, ça ce n'est plus noir, c'est blanc. Ça, quand on pousse le chef à cela, c'est pour qu'il commette des erreurs. Et ceux qui le poussent, malheureusement, croient que c'est dans son intérêt, ils croient faire la politique, hein, comme on dit, etc. Mais ils sont en train de tuer ce pays et en même temps de ruiner le mandat du président de la République. Que ceux qui ont la préoccupation pour la réussite de ce mandat se mobilisent et mettent hors d'état de nuire tous ces flatteurs qui, ne connaissant rien ou sachant à peu près les choses, poussent le président. Je le dis parce que hier, il y en avait aussi autour de Joseph Kabila qui le poussait à n'importe quoi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est presque permanent autour des chefs dans le genre de système que nous avons. Mais dans la configuration politique que nous avons depuis les élections, cette coalition est nécessaire. Si l'idée du président est de la dépasser pour ne pas rester dans un tête-à-tête, très bien, alors qu'on aille jusqu'au bout de la logique, en s'engageant dans un véritable système consociatif. L'impression d'avoir deux chefs d'État jusque-là, à cause de cette coalition. Il y en a qui disent que Joseph Kabila continue à diriger à travers Félix Tshisekedi. Moi j'ai entendu le président de la République dire qu'il était le seul président de la République, et c'est vrai. Et qu'il était le seul à la barre. Il a répondu à ceux qui voulaient lui faire dire qu'il y a un autre président à côté qui le gênerait. Donc, ça, ce sont des excitations, justement, de ces flatteurs trompeurs. Oui. Et je crois qu'il faut laisser le président mener ses consultations. Mon avis, s'il me l'avait demandé, n'aurait pas été d'organiser des consultations. Il aurait pu atteindre le résultat de la consociation sans faire ces consultations. Mais il a choisi cette voie, alors qu'on le laisse faire sans devoir le pousser à pratiquement être victime ou otage des humeurs et Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel est le mot de la fin que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Le mot de la fin, c'est que les téléspectateurs ont intérêt en tant que peuple bénéficiaires obligés de la politique à exiger que ces dirigeants s'engagent dans le travail qui est le leur, pour lequel ils les ont élus, et qu'ils atteignent les objectifs, d'abord qu'ils les définissent bien, parce que les discours de campagne ne sont pas toujours des programmes, qu'ils les formulent bien dans des programmes bien faits, avec la possibilité d'en dégager des mesures, des décisions qui constituent des politiques publiques pour atteindre ces objectifs dans le domaine de la santé, du transport, de la formation, de l'éducation, et dans le domaine des infrastructures, de manière que les problèmes vitaux, existentiels de ce peuple soient enfin atteints par la politique, et c'est l'objet de la politique. Merci. La politique, son objet, c'est pas seulement d'avoir et d'exercer le pouvoir.
Merci beaucoup, professeur Auguste Mampouya Kanouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros d'avis d'experts. Vous allez nous suivre. Les prochains rendez-vous est pris pour dimanche à 21h. Vous suivrez ces numéros en rediffusion mercredi à 12h. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.